Chapitre 12. Yvain et Gauvin. Yvain poursuivit sa route à bonne allure, guidé par la jeune fille qui connaissait bien le chemin. Elle le conduisit au château où elle avait laissé la jeune demoiselle de Noirépine, désespérée et malade. Mais quand celle-ci apprit l'arrivée de son amie avec le chevalier au lion, son cœur fut inondé de joie. Elle était sûre désormais d'obtenir la part d'héritage qui lui revenait. Elle accourut pour saluer Yvain et ses compagnons, encore amaigris et affaiblis par la maladie et le tourment qu'elle avait subis. Mais ses souffrances étaient oubliées, tellement l'allégresse était grande. Le lendemain, elle partit avec Yvain, et ensemble ils voyagèrent jusqu'à la cour d'Arthur. Le roi s'y trouvait depuis 2 semaines, ainsi que la demoiselle qui voulait déshériter sa sœur. Elle attendait l'arrivée de sa cadette en toute tranquillité. N'avait-elle pas pour elle monseigneur Gauvin, le meilleur chevalier du monde ? On était presque au 40e jour du délai accordé. Un seul jour de plus, et elle aurait tout l'héritage sans contestation. Monseigneur Yvain et la jeune fille n'étaient plus loin. Ils couchèrent cette nuit-là dans une petite maison et se dirigèrent de bon matin vers le château du roi. Arrivés à proximité, ils attendirent que midi soit largement passé pour parcourir les derniers lieux. Gauvin avait passé la nuit dans les environs. Il se prépara à aller à la cour d'Arthur, mais avec une armure et un équipement que personne ne lui connaissait, car il voulait combattre incognito. Il savait en effet qu'aucun de ses frères d'armes ne voudrait par amitié se battre contre lui. À son arrivée, la sœur aînée le présenta au roi comme son champion. « Seigneur, le temps passe. L'heure de nonne va bientôt sonner et c'est le dernier jour. Voyez, je suis en état de défendre mon droit. Si ma sœur devait revenir avec un champion, elle serait déjà là. Mais il est clair qu'elle ne peut faire mieux. Elle s'est donné de la peine pour rien. Moi, j'ai toujours été prête à revendiquer ce qui m'appartient. J'ai donc gagné ma cause sans combat, puisqu'elle n'est pas là. Je vais rentrer dans mes terres et jouir en paix de mon héritage. Quant à ma sœur, je me moque totalement de son sort. » Le roi avait bien compris toute la déloyauté de la jeune fille. « Amie, lui dit-il, vous êtes dans une cour royale. Vous devez attendre, c'est la règle, que le tribunal du roi ait rendu la justice. Il n'est pas encore temps de plier bagage. Votre sœur peut encore venir. » Le roi n'avait pas terminé sa phrase qu'il aperçut le chevalier au lion qui arrivait, suivi de la sœur cadette. Le lion n'était pas là. Ils étaient partis en cachette, le laissant dans la maison où ils avaient passé la nuit. Le roi reconnut la jeune fille. Il était heureux de la voir car sa sagesse et son sens de la justice lui montraient clairement qui avait raison dans la querelle. Il lui lança joyeusement. « Avancez donc, belle amie, et que Dieu vous protège. » L'aînée tressaillit en entendant ces mots. Elle se retourna et vit sa sœur avec le chevalier chargé de défendre sa cause. Son visage devint livide. La sœur cadette se dirigea vers le roi qui l'avait accueilli si chaleureusement et le salua. « Que Dieu protège le roi et tous les siens. Noble roi, je vous amène un champion qui défendra mes droits, si vous le voulez bien. Ce noble et généreux chevalier avait fort à faire ailleurs, mais voyant ma détresse, il a tout quitté pour venir me secourir. Je lui serai toujours reconnaissante. Maintenant, je m'adresse à ma très chère sœur, qu'elle soit assez courtoise pour me laisser seulement ce qui m'appartient de droit, et la paix régnera entre nous. Je ne demande rien de ce qui lui revient. » « Moi non plus, dit l'autre. Je ne revendique pas ce qui te revient, car tu ne possèdes rien. Tu peux faire les plus beaux sermons que tu voudras, tu es ma cadette et tu n'obtiendras jamais rien. Tu pourras en sécher de chagrin. » Mais la cadette ne manquait ni de sagesse ni de courtoisie. Elle sut bien lui répondre. « Quel malheur, ma sœur, de voir 2 vaillants chevaliers se battre pour une si petite querelle. J'en suis désolée. Je ne peux pourtant pas renoncer à faire valoir mes droits. Alors accordez-moi de bon gré ce qui m'appartient. Je serais bien sotte de t'abandonner quoi que ce soit, que je brûle en enfer si je te donne de quoi vivre. On verra l'eau de la Seine remonter jusqu'à sa source avant que tu obtiennes rien de moi, autrement que par la victoire de ton champion. Je n'ai donc plus qu'à faire confiance dans la justice de Dieu. Qu'il aide ce chevalier à démontrer mon bon droit. » Le temps des paroles était terminé. Elles amenèrent leur champion au milieu de la cour. Toute la foule se rassembla, excitée à l'idée d'assister à un combat. Ceux qui allaient se battre ne se reconnaissaient pas, et pourtant ils étaient les meilleurs amis du monde. Ne sont-ils plus des amis ? Je vous répondrai oui et non à la fois, car je peux démontrer l'un et l'autre. En vérité, monseigneur Gauvin aime Yvain, c'est son meilleur compagnon, et Yvain aime Gauvin, de la même façon. S'il le fallait, il mettrait sa tête à couper pour lui. Gauvin en ferait tout autant. N'est-ce pas là un amour parfait ? Oui, certainement. Et la haine ? N'est-elle pas aussi évidente ? Oui. Quand on les regarde maintenant prêts à s'élancer, chacun ne pense qu'à briser la tête de l'autre, ou à le malmener jusqu'à ce qu'il s'avoue vaincu. Yvain veut-il tuer son ami Gauvin ? Oui, c'est vrai. Et monseigneur Gauvin ne songe qu'à tuer Yvain de ses propres mains. Ma foi, j'ai bien prouvé qu'amour et haine sont présents en eux,
Mais cet amour, ils l'ignorent, et c'est la haine qui va les guider. Ils vont se lancer dans un combat acharné, et j'ai bien peur qu'ils ne s'arrêtent qu'à la mort de l'un d'eux. Quel malheur si les deux amis devaient s'entretuer. Ils prirent tous les deux leur distance, puis lancèrent leurs chevaux au galop. Au premier choc, leurs bonnes lances de frêne se brisèrent. Quel malheur! Si seulement ils s'étaient parlé, ils auraient pu se reconnaître. Ils auraient tous deux lâché leurs armes pour courir s'embrasser. Mais non, ils cherchaient au contraire à s'infliger les pires blessures. Les aumes et les écus étaient déjà tout cabossés et transpercés. Le tranchant des épées s'ébréchait et s'émoussait, car ils mettaient toute leur force dans cet assaut. Ils frappèrent alors avec le pommeau des épées. Les pierres précieuses qui ornaient les aumes tombèrent à terre, pulvérisées. Les coups pleuvaient sur les fronts, les nez, les joues. Les chairs tuméfiées éclataient, laissant ruisseler le sang. Les haubers déchirés et les écus en pièces ne les protégeaient plus. Les voilà blessés tous les deux. Ils n'en continuaient pas moins à se battre avec ardeur. Ils reculèrent un peu pour reprendre souffle et calmer les battements de leur cœur. Mais cette pause fut de courte durée. Ils s'élancèrent de nouveau l'un sur l'autre avec encore plus d'acharnement. Les spectateurs du combat étaient impressionnés. Ils n'avaient jamais vu de chevalier aussi courageux. Quel dommage que deux hommes d'une telle valeur risquent de s'entretuer pour une querelle entre sœurs. Ils essayèrent de réconcilier les deux jeunes filles. Mais l'aînée ne voulait rien entendre. La cadette était bien plus raisonnable et s'en remettait à la décision du roi. Tous pensaient qu'elle avait raison et s'employaient à convaincre l'aînée. La reine Guenièvre elle-même vint avec les chevaliers prier le roi de régler le conflit en donnant à la cadette un tiers ou un quart des terres. Il fallait trouver un moyen de mettre un terme au combat. Mais le roi Arthur dit qu'il ne pouvait rien faire tant que l'aîné s'obstinait dans sa position. Les deux chevaliers, cependant, continuaient de s'accabler de coups avec un acharnement hors du commun. Chacun d'eux était stupéfait de voir l'autre lui résister aussi farouchement. Leur corps était épuisé, leurs bras douloureux, et le sang coulait de leurs blessures à travers les haubers. Ils souffraient tous deux terriblement. Ils se battirent longtemps. Le soir commençait à descendre, et aucun ne parvenait à prendre le dessus, tellement leur valeur était égale. La nuit qui tombait et l'impossibilité de triompher de l'autre, tout cela les incitait à faire la paix. Mais avant de quitter le champ de bataille, chacun tenait à savoir qui était son adversaire. Monseigneur Yvain parla le premier, mais sa voix était si faible et si cassée que l'autre ne le reconnut pas. « Seigneur, la nuit approche. Je pense que personne ne pourra nous reprocher d'interrompre le combat, puisque c'est la nuit qui nous sépare. Mais pour ma part, je peux vous dire que je vous crains et que je vous admire. Jamais, de toute ma vie, je n'ai autant souffert dans une bataille, et jamais je n'ai rencontré d'adversaire que je souhaite autant connaître. Vous m'avez véritablement assommé de coups. Ma foi, dit monseigneur Gauvin, je suis moi-même complètement étourdi par ce que j'ai reçu de vous. Vous m'avez rendu avec intérêt ce que j'ai pu vous donner. Mais puisque vous voulez savoir par quel nom on m'appelle, sachez que je me nomme Gauvin, le fils du roi Lot. Yvain, stupéfait, éperdu, resta un moment dans sans voix. Puis, saisi de colère et de chagrin, il jeta à terre son épée rouge de sang et son écu en morceaux. Mettant pied à terre, il s'écria. « Hélas, quel malheur! Comment avons-nous pu nous battre ainsi sans nous reconnaître? Si j'avais su qui vous étiez, je n'aurais jamais livré combat. J'aurais préféré me déclarer vaincu d'avance. Comment? Qui êtes-vous? Je suis Yvain, l'homme qui vous aime le plus au monde, et vous-même m'avez toujours aimé et honoré en tout lieu, mais je veux réparer le mal que j'ai pu faire pour vous. Je me déclare vaincu. Vous feriez cela pour moi? En vérité, je serais insensé si j'acceptais. C'est moi qui me déclare vaincu. Ah, cher Seigneur, c'est impossible. Vous voyez bien que je ne peux plus tenir debout. Pas du tout. C'est moi qui suis dompté et anéanti. En poursuivant la discussion, Gauvin descendit de cheval. Les deux amis tombèrent dans les bras l'un de l'autre, chacun continuant de se proclamer vaincu. Le roi et les barons accoururent et firent cercle autour d'eux. Ils étaient stupéfaits de voir ces farouches adversaires se manifester autant de joie. « Seigneur, dit le roi, dites-nous d'où vous vient cette soudaine amitié alors que vous avez passé la journée à vous battre avec tant de haine. »« Seigneur, vous allez tout savoir, dit monseigneur Gauvin. La malchance est à l'origine de ce combat. Puisque vous voulez connaître la vérité, sachez que je suis Gauvin, votre neveu. Je n'ai pas reconnu mon ami, monseigneur Yvain que voici. Par chance, il m'a demandé mon nom et c'est ainsi que nous nous sommes reconnus. Mais nous étions déjà bien battus, et cette rencontre aurait pu très mal tourner si elle s'était prolongée encore. Il m'aurait sans doute tué, car sa vaillance est grande, et aussi parce que je défends une mauvaise cause. » Quand Yvain entendit ces mots, son sang ne fit qu'un tour. « Seigneur, ne parlez pas ainsi. Le roi doit savoir que dans ce combat, le vaincu, c'était moi, et sans aucun doute. »« Non, c'était moi.
Mais non, c'est évident. Ils étaient tous deux si courtois que chacun désirait voir couronner l'autre et aucun ne voulait la victoire pour soi. Le roi était très heureux de les voir ainsi rivaliser de générosité et d'amitié, alors qu'il venait de s'infliger de multiples blessures. Il mit fin à la querelle. « Seigneur, il y a entre vous beaucoup d'affection et vous le montrez bien en voulant tous deux vous déclarer vaincus. Vous allez maintenant vous en remettre à moi pour prononcer le jugement. Je vais arranger l'affaire à la satisfaction de tous. » Ils jurèrent de se plier à la décision du roi. Celui-ci annonça qu'ils allaient régler le conflit en toute justice. « Où est la demoiselle qui a chassé sa sœur hors de sa terre et l'a déshéritée de force et sans aucune pitié ? Me voilà, Seigneur. Vous êtes là. Avancez donc. Je savais depuis longtemps que vous cherchiez à la déshériter. Son droit ne sera plus contesté puisque vous venez de dire la vérité. Vous allez lui laisser sa part juste dans cette succession. » « Ah, Seigneur, Seigneur roi, j'ai fait une réponse bien sotte. Ne me prenez pas au mot. Pardieu, Seigneur, ne m'accablez pas. Gardez-vous de commettre une injustice. » C'est précisément de ne pas commettre une injustice que je veux rétablir votre sœur dans ses droits. Vous venez d'entendre que vos 2 champions s'en sont remis à moi. C'est donc à moi de juger. Tout le monde a clairement vu que le tort était de votre côté. Vous allez donc faire ma volonté en tout point. Sinon, je déclarerai que mon neveu a été vaincu dans ce combat, et ce serait bien pire pour vous. Le roi n'avait pas l'intention d'en venir là, mais il avait bien compris que la sœur aînée ne céderait qu'à la menace. Elle prit peur en effet, et ne put que répondre. « Seigneur, il me faut donc accomplir votre volonté, mais cela me brise le cœur. Je le ferai pourtant, et ma sœur aura sa part de mon héritage. Vous allez l'investir immédiatement de son fief. Ainsi, elle sera votre vassale, et vous, sa suzeraine. Vous devrez l'une à l'autre affection et respect. » Le roi régla ainsi l'affaire et reçut les remerciements de la sœur cadette, fort heureuse de rentrer en possession de sa terre. Mais il était temps pour les 2 chevaliers de quitter leurs armures, ce que chacun fit à la demande du roi. C'est à ce moment qu'on vit accourir le lion qui avait suivi la trace de son maître. Le retrouvant enfin, il manifesta une joie incroyable. « Vous auriez vu reculer les gens ? » « Restez donc, fille Yvain, pourquoi prendre la fuite ? Vous n'avez rien à craindre de mon lion, croyez-moi. Il est à moi, je suis à lui. C'est mon compagnon fidèle, et il ne vous fera aucun mal. » Tous comprirent alors qu'il s'agissait du lion, dont ils avaient entendu raconter les exploits. C'était lui qui avait aidé le chevalier inconnu à triompher du cruel géant Harpin de la montagne. Et ce chevalier, c'était Yvain. « Seigneur Gauvin, quelle honte pour moi de vous avoir combattu aujourd'hui. Je vous ai bien mal récompensé du service que vous m'avez rendu en sauvant mes neveux et ma nièce. Croyez-moi, je me suis souvent demandé qui pouvait être ce chevalier au lion, dont je n'avais jamais entendu parler, et qui pourtant me connaissait. Quand ils se furent désarmés, le lion s'élança vers son seigneur et lui témoigna autant d'affection qu'une bête muette peut le faire. Les chevaliers furent emmenés dans une chambre tranquille où l'on soigna les blessures. Ils en avaient bien besoin. Le roi, qui les aimait beaucoup, leur envoya son chirurgien, l'homme le plus expert qu'on connût dans l'art de guérir les plaies. Ils furent tous les 2 bientôt guéris.